écoute Christophe Tardy, directeur général de Morningstar français Benelux. C'est le moment de la revue des chiffres relatifs à la distribution de fonds d'investissement en lien avec le projet RIS, parce que c'est intéressant parce que cette revue, elle intègre les tendances constatées ces 3 dernières années liées aux différentes évolutions réglementaires. Christophe Tardy, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et effectivement, c'est comme les 2 dernières années, on va revenir en chiffres sur l'année 2023 et des chiffres qui vont d'ailleurs, on va les associer aux différents panels qu'on a eus tout à l'heure. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses que l'on peut dire grâce aux chiffres. Très bien, n'hésitez pas à parler un petit peu fort comme moi. Votre message est intéressant, votre éclairage est intéressant. On a envie de le partager. Si on regarde la collecte, je crois que vous avez des chiffres là-dessus. C'est un bon cru 2023 ? Oui, alors d'abord ici, ce sont des chiffres qui sont à fin novembre, c'est important de le signaler. On a depuis, puisqu'en fait on a travaillé un peu pour la semaine dernière, et on a des chiffres depuis. Donc la collecte cette année, elle est un peu mitigée. On va dire que sur les 15 dernières années, si je prends une comparaison, on est un peu au milieu. On a à fin décembre, donc ici ce ne sont pas les chiffres que vous voyez, on est à plus de 150 milliards en collecte. Qu'est-ce que c'est la collecte? Petit rappel méthodologique, on prend la valeur liquidative du fonds à la fin du mois, début du mois, et donc ça va nous permettre de calculer un effet marché, et on va enlever l'effet marché de la taille du fonds pour pouvoir avoir la collecte estimée entre le début de mois et le fond de mois. Voilà, petit rappel méthodologique. Et donc, je le reprécise par clarté, les chiffres sont bien disponibles, Morningstar pourra vous les partager, mais les slides peut-être affichés sont à fin novembre, mais ceux de décembre existent bien. Mais on reste sur les mêmes tendances. On a une année qui est en global moyenne, on peut dire, mais surtout quelque chose de très intéressant par rapport à d'autres années, c'est que ce sont les catégories obligations et les catégories money market qui ont sauvé la collecte, puisque l'on voit donc à fin de l'année 250 milliards. On a, là je reprends puisque ce sont des chiffres que je n'ai pas là. Il vaut mieux les regarder, vous n'avez pas pu apprendre par cœur tous les slides, tous les chiffres. 196 milliards en money market, donc au lieu des 163, et 165 en obligations. Donc vraiment quelque chose de très important sur ces catégories. Donc catégories qui sont là les catégories les plus larges, mais pour répondre à certains besoins, on peut affiner bien sûr toutes ces catégories, value, growth, ETF, non-ETF. Je regarde l'ESMA, on peut aider tout le monde. Je referme la parenthèse. Et alors, on n'était pas totalement habitué, mais le monétaire a pas mal gagné là. Le monétaire a pas mal gagné. Donc là, on voit une collecte sur les 3 dernières années, avec chaque couleur étant donc une catégorie. Donc là, vous voyez le vert, c'est la catégorie money market. Et à la différence des autres années, on a quelque chose d'assez régulier. Depuis le mois de février, fin février, on a des catégories monétaires qui collectent tout le temps ici, alors que d'habitude, les catégories monétaires sont en dents de scie. Elles collectent, elles décollectent suivant les mois. Donc ça, c'est important de le noter. On va faire justement un focus sur ces catégories monétaires, où là, on voit sur la droite ce tableau justement où on voyait en dents de scie en 2021, 2022. Au contraire, 2023 et depuis février, que de la collecte, et le mois de décembre aussi est important puisqu'on a 36 milliards collectés sur les fonds monétaires en décembre 2023. Alors pourquoi ? Pourquoi, Fabienne ? Je pense que le graphique de gauche donne une bonne indication. Là, c'est donc les performances de la catégorie monétaire en Euro Money Market Short Term et Euro Money Market. Donc 2 catégories Money Market. Et comme on le voit, à la différence des 10 dernières années, on a une performance qui est extrêmement positive. Bien sûr, on sait pourquoi, c'est pour la hausse des taux et ça ne sera peut-être pas comme ça chaque année. Je pense que même ce sera difficile de garder ce niveau de performance. En tout cas, ça explique en grande partie le niveau de collecte des fonds monétaires. Alors, ça n'arrange pas toutes les sociétés de gestion, parce que toutes les sociétés de gestion ne proposent pas du monétaire. Et en plus, on le sait, les frais sont très différents par rapport à des catégories plus long terme.
Je ne sais pas si on peut parler du return et puis de la thématique ESG, hein, reste quand même très très importante. Alors oui, juste pour finir là-dessus, pour voir les autres catégories, donc le fixed income, on a dit qu'il collectait beaucoup, là encore une histoire de performance bien sûr. Equity, donc ce que vous voyez ici, c'est les 3 dernières années. Donc là, vraiment aussi une certaine défiance par rapport à la classe d'actifs. Décembre, il collecte aussi un peu. Donc on remonte un peu la pente sur l'equity. Et allocation, là on est sur des catégories qui n'arrivent plus à collecter, mais ça représente encore 12% à peu près des actifs en Europe, donc toujours quelque chose d'assez important. Et là, on l'a fait par société. De toute façon, c'est un tableau qui est difficile à lire, donc on va vous donner ces informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que les grosses sociétés de gestion, puisqu'on prend en compte notamment le monétaire, ont tiré profit cette année. Et puis, il y a une société qui a un peu moins tiré profit, c'est AXA. Mais bon, vous aurez tous ces chiffres. Voilà, l'orientation ESG est-elle toujours positive, Christophe? Oui, non? J'espère que oui, j'espère. En fait, ça dépend aussi beaucoup des performances. 2022 avait été mauvais en termes de performance pour je veux dire, tout ce qui était les indices ESG, donc les fonds avec une connotation ESG. 2023, là vous le voyez, donc on a pris des indices Morningstar. Donc là je compare des indices traditionnels, enfin l'indice traditionnel en Europe, et donc en rouge, et en violet son équivalent avec une sélection sur les valeurs ESG, un filtre pardon ESG. 2022, on voit qu'il y avait une différence qui était importante entre les deux. 2023, au contraire, on est vraiment quasiment identique, et c'est la même chose si j'avais pris l'indice Global Equity traditionnel ESG, on est quasiment à la même niveau de performance. Donc ce n'est pas la performance qui va expliquer l'évolution de l'ESG, mais peut-être plutôt des tendances. Donc ici, on a, selon Morningstar, donc les fonds qui sont sustainable et donc qui s'engagent dans leur prospectus à avoir une gestion ESG, donc les fonds en bleu, pas très, j'aurais mieux fait de faire l'inverse, et en vert au contraire. C'est très bien, Christophe. Les fonds qui ne sont pas ESG selon Morningstar. Donc on voit l'évolution sur les 3 années. Donc 2021, les fonds ESG comme les fonds non ESG collectaient. 2022, là vous voyez vraiment un clair biais positif sur la partie ESG. Et 2023, quelque chose de plus mitigé, mais toujours, on va dire que le fait d'être ESG est un facteur valorisant pour la collecte, donc c'est quelque chose de positif pour la collecte. Et aujourd'hui, selon Morningstar, les fonds ESG représentent en Europe 20% des encours, donc c'est un petit peu plus par rapport à l'année dernière où ils étaient à 19,5. Je dis selon Morningstar parce qu'on va voir que on va aussi récupérer les informations des sociétés de gestion, et notamment les articles 8, les articles 9. Je sais que ce ne sont pas des labels, hein, mais en tout cas, on a une autre approche ici. On a vu aussi quelque chose d'assez intéressant sur les fonds articles 8 et 9. Ici, vous voyez une analyse donc par nombre de fonds. Donc en nombre de fonds, on voit qu'on a beaucoup augmenté le nombre de fonds article 8. Au contraire, le nombre de fonds article 9 a baissé. Et vous avez en bas, alors je suis désolé si ce n'est pas très visible, mais en 2022, on a vu un nombre important de reclassifications, je pourrais dire même déclassifications, suite à une définition plus stricte de la part de l'ESMA, notamment des articles 9. Donc on a vu une déclassification. Il y a eu à peu près, enfin pas à peu près, il y a eu 307 fonds en 2022 qui sont passés de article 9 à article 8. En 2023, le ménage, si vous me passez l'expression, avait déjà été effectué. Et donc on a eu juste 31 fonds qui ont été déclassifiés. Au contraire, on voit cette fois-ci maintenant un retour avec des articles de 6 à 8, puisque toujours en 2022, il n'y en avait eu que 85, et au contraire en augmentation 677, sachant que les fonds article 8, article 9, soit ils sont nouveaux, soit la grande majorité sont aussi des fonds qui vont être transformés
en fait des fonds avec gestion traditionnelle sur lequel on va appliquer un filtre ESG et donc que l'on va pouvoir avoir en article 8 et 9. Donc ça nous fait aujourd'hui 1003 fonds article 9 et 10 988 article 8. Donc quand vous voyez les 307 à la baisse, c'est beaucoup 307 par rapport à 1000 aujourd'hui. C'est pas 30% parce qu'il y en avait plus du coup, mais ça doit être 20-25%, donc un quart des fonds qui ont été baissés, rétrogradés. Je parlais d'encours. Donc les encours, tout à l'heure, on a vu 20% des encours selon Morningstar. On a des définitions assez strictes de ce que l'on entend par sustainable. Si on prend la somme des articles 8, la somme des articles 9, on est en encours en 2023 à 57% de l'ensemble des fonds. Alors, Yves Tambour nous avait demandé aussi de faire un split par rapport aux différents pays. J'espère que la France est bien placée. Hein. Ah, la France est bien placée. Ouf. Bonne nouvelle. Alors ici, il s'agit des fonds domiciliés. Hein. Donc, il y a aussi un biais parce qu'on sait bien sûr que la gestion française aussi se repose beaucoup avec des fonds, enfin se repose, à beaucoup de fonds qui sont domiciliés Luxembourg et même Irlande. Donc, mais bon, si on reprend juste les fonds domiciliés, on voit qu'on a 48% en France des fonds qui sont ESG. Et on a quelque chose d'assez identique, enfin de totalement identique en Belgique et en Autriche, sachant que les pays nordiques sont un peu moins élevés, mais parce qu'ils achètent beaucoup de fonds qui ne sont pas domiciliés sur les pays nordiques, mais bien sûr leur appétit est important en termes ESG. On parle de frais également? Pas tout de suite. On peut y aller directement ou alors on va sur les... Allez-y, suivez le cours. On suit le cours. Gestion active, gestion passive. Alors là, je n'ai pas mis ETF, non ETF, parce qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau, enfin un peu nouveau, ça a maintenant 3 ans, c'est le développement des ETF actifs. Donc ça nous ennuie parce qu'on ne sait plus tellement comment les placer. Donc on a ici de l'indiciel ou du non-indiciel, puisque bien sûr, il existe des fonds non ETF indiciels. Et le constat est clair, c'est une gestion indicielle qui prend de plus en plus de place dans la gestion totale. Aujourd'hui, ça représente en Europe 27% de l'encours total des fonds. Donc on part de 24% l'année dernière. Donc là, je parle indiciel, hein, pas ETF encore. Et du coup, c'est leur deuxième meilleure année de collecte sur 10 ans, je crois, avec en hausse de 80% par rapport à 2022. Donc, tout à l'heure, on a vu l'ESG, facteur positif pour la collecte. Gestion indicielle, facteur positif aussi pour la collecte, avec, comme je vous le disais, un développement de la gestion active en ETF. Alors ça, ce sont des chiffres mondiaux. Donc, parce qu'en fait, la gestion active est encore extrêmement, enfin pas faible, puisqu'elle représente maintenant près de 30 milliards en Europe, mais en tout cas, elle s'est énormément développée aux États-Unis, et notamment avec une nouvelle réglementation SEC pour les ETF qui a permis en fait moins de transparence pour les ETF, et ce qui a permis à des fonds actifs ou à des gérants actifs, pardon, de pouvoir choisir des ETF comme véhicule pour leur gestion. Donc là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous voyez qu'on arrive, et notamment après 2019, à quelque chose d'assez important en termes de gestion active. Gestion active qui arrive aussi en Europe. On a des sociétés de gestion françaises aussi qui font des ETF actifs. Donc là, c'est quelque chose qui se développe. 4,8 milliards de collecte en Europe l'année dernière. C'est pas encore énorme, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on étudie et que l'on voit peut-être de façon plus importante sur la partie obligataire, avec des ETF actifs obligataires qui sont importants. Quand vous voyez, donc ce sont cette fois-ci les deux lignes, ce sont les émissions en termes de nombre d'ETF actifs ou passifs. Et puis les encours correspondants, donc c'est encore quelque chose qui prend, enfin qui n'est pas majoritaire, mais qui prend de l'essor. Là encore, chiffre monde. Vous vouliez les frais? Oui, c'est quand même important.
Donc ça, c'est un sujet important. On l'a vu notamment avec les deux panels précédents sur la value for money. Je crois Quelle est la tendance, ouais. Et la tendance, bien sûr, c'est ce que disait Alexandre Koch sur les frais. On voit de l'inflation partout, sauf sur les frais. Les frais baissent. Les frais baissent en gestion passive, enfin active, mais aussi en gestion passive. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris trois catégories Morningstar, 4 catégories, pardon, et pour pouvoir estimer l'évolution des frais, donc des catégories représentatives, et on a séparé entre gestion, d'abord l'ensemble, puis la gestion, j'allais dire ETF, pardon, passive et active, et la gestion ESG et non ESG. Et donc très clairement, donc sur tous les fonds, on voit que ça baisse, moins 10% entre 2016 et 2023. Sur la gestion passive, ça baisse aussi, puisqu'on a moins 21%. Alors ça baisse moins en absolu, hein, mais comme les frais n'étaient pas très élevés, donc on est à peu près à 0,42 et on passe à 0,35 sur les ETF. Sur la gestion passive, il faudra quand même que je m'y habitue. Et puis, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que la gestion ESG est moins chère. Est moins chère en actif et est moins chère en passif aussi. Ça, c'est aussi une tendance qui est donc à la baisse aussi, mais quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est peut-être contre-intuitif, mais ce n'est pas nouveau. Et on a différentes explications. La première, c'est que l'ETF, les sociétés de gestion veulent attirer, et donc l'alpha peut-être, notamment dans les périodes où l'ESG ne rapportait moins, du coup il y avait peut-être des frais qui étaient un peu moins élevés, surtout aussi parce que ce sont assez souvent des grosses maisons qui font ça, et donc du coup avec des frais qui sont moins élevés, et enfin des fonds qui sont plus récents, ou en tout cas qui ont été modifiés de façon plus récente, et donc la tendance à la baisse est plus importante. Voilà ce que l'on pourrait mettre en avant pour expliquer ça. Donc ça, c'est sur la catégorie action eurozone large cap. Même tendance sur du global large cap blend equity. Donc on voit les mêmes tendances, hein, de baisse, la différence aussi importante entre la gestion passive et la gestion active. Donc là, on n'a pas de commentaires, hein, ce sont juste des chiffres. Et puis, au contraire, pour la gestion diversifiée obligation, on a quelque chose aussi qui baisse, bien sûr, mais la gestion passive augmente. Donc là, tout à l'heure, on avait moins 20%. Là, au contraire, les frais en 7 ans, ils ont augmenté sur la gestion passive oblige. Et puis, la gestion ESG est cette fois-ci plus chère sur la partie passive. Donc, au contraire, pour la partie obligation, mais peut-être aussi parce que les frais sont moins élevés. Tout à l'heure, on était autour de 0,20. Là, on est plutôt autour de 0,12, 0,15 pour la gestion passive. Je vais vite. Donc, moderate allocation, je n'ai pas mis de gestion passive parce qu'il n'y en a pas, ou quasiment pas. Et donc, vous voyez là aussi une baisse de frais, mais assez limitée. Parce qu'en fait, non, même ça, c'est resté stable. Voilà, j'y vais assez vite. Et aussi quelque chose qui était important, puisque ça faisait partie des débats, et notamment c'est un des objectifs. Oui, RIS a pour but de favoriser l'investissement pour développer l'économie. Est-ce que ça profite vraiment à l'économie européenne? Je voulais meubler pendant que vous avez votre petit accident industriel. Merci. Alors oui, c'est un des objectifs de la stratégie, enfin de RIS, justement d'orienter l'épargne des Européens vers de l'investissement sur les sociétés afin de répondre aux besoins de financement des entreprises européennes. Alors, si on investit dans les fonds, comment on a calculé en fait cette allocation? Donc Morningstar, on va récupérer l'ensemble des holdings des fonds, et donc ça nous permet d'avoir une vision assez précise de tous les investissements qui sont effectués dans des catégories, et notamment, donc il y a des catégories qui sont assez claires. Quand c'est une catégorie US,
on voit à peu près où vont aller les fonds, mais sur des catégories globales. Donc la première, on voit quand même qu'il y a 77% de l'ensemble des encours qui vont être investis sur des sociétés européennes ex-UK, puisque maintenant on les met hors de cette Europe en tout cas. Et donc la conclusion, elle est que, donc là on le fait par catégorie, donc on multiplie par l'encours de chacune des catégories, et ça nous permet de voir que 46% des encours des fonds actions est orienté vers, j'allais dire vers les US, non, vers l'Europe. Donc ça correspond effectivement à une possibilité en tout cas de pouvoir orienter cette épargne vers de l'investissement. Et donc vous voyez là une des catégories plus fines, avec du value, du growth, avec du large cap, du small cap, pour répondre là encore à des questions qui avaient été posées dans les panels précédents. Hyper intéressant, cette étude. Merci. J'aurais bien envie de faire réagir Yves Tambour. Je ne sais pas s'il le souhaite. C'est quand même très dense, cette étude. Est-ce que Yves voulait réagir? On a beaucoup d'infos avec cette étude. C'est très instructif. Vous vouliez ajouter quelque chose, Christophe? Non, non. Non. Très bien. Ça marche. Venez sur scène, Yves. Patron dirigeant de Fonds Global. Est-ce qu'il y a beaucoup d'infos et c'est intéressant les tendances? Pour moi, c'est très intéressant, et en particulier la partie frais et celle-ci, puisque celle-ci, j'y tenais particulièrement. Je pense que c'est une feuille de route. Je vois Tanguy qui acquiesce. Je pense que c'est une feuille de route. Parce qu'effectivement, expliquer à Madame Michaud, je ne sais plus qui parlait de Madame Michaud tout à l'heure, qu'on souhaite rediriger son investissement non plus en livret A, mais vers des fonds d'investissement, il va quand même falloir lui démontrer que ça va vraiment dans l'économie réelle. Et donc là, il y a, je pense, un petit peu de travail, mais c'est un chiffre que je voulais qu'on voit. Alors, ça représente les fonds actions, ce n'est pas les obliques, c'est rien d'autre, mais c'est un élément qui me semblait tout à fait important. Et donc, il ne faut pas du tout le prendre de manière négative, pas du tout, mais c'est une feuille de route. Je le vois plutôt comme ça. Quant aux frais, effectivement, oui, le constat est là, le constat est sur la baisse, mais je pense qu'on l'a déjà fait. Voilà. Une petite question? Oui. On va peut-être lui donner un micro, alors. Donc, Madame de Chaise-Martin, directrice générale déléguée de l'AFG. Adjointe de... Oui, exactement. Ma question porte sur les ETF. Quelle est la part entre les indices US? La part entre les US et les Européens, ouais. C'est ça, Delphine? Désolé. Ouais. Oh. La part entre... Excusez-moi, je réponds. Oui, c'est la part entre les indices européens et les indices... iShares par rapport à Amundi. Non, je veux dire, sur les ETF qui sont... Vous avez parlé de 160 milliards, je ne sais plus, en 2023. Est-ce que vous avez le split sur les inflows ou sur le stock de ce qui correspond à des ETF sur indices américains versus, ou global, versus indices européens? Ce qui donne aussi une indication de voir si ça favorise l'investissement dans l'économie européenne. Okay. Je ne l'ai pas en tête, mais on a évidemment cette information, mais je vous l'enverrai. Ouais. On le rajoutera à la présentation que Fonds Global distribuera. Bon, bah écoutez, on peut passer à la... Merci messieurs, merci Christophe Tardy pour cette présentation. Merci Yves Tambour d'avoir bien voulu réagir.
An open window on the world. Following the sun at any time and any place. Illuminating innovation constantly. Offering solidly anchored solutions. Sharing expertise in partnership. Follow your ambitions. Discover Casis. Casis, solid and innovative.